Bon. Nickel. Bonjour à toutes et tous. On va commencer pour ne pas être trop en retard. Donc merci d'être venus et je suis ravi en fait de lancer ce colloque sur la sécurité sociale. Donc Hendrik David, je suis député et commissaire aux affaires sociales, député du groupe écologiste et social. Et je suis ravi aussi qu'il y ait du monde. Alors sur l'ensemble de la journée, on a près de 100 inscrits et donc sur l'ensemble d'une journée, un jeudi en journée, c'est pas forcément facile d'avoir un peu de monde. Et je vois que la question de la sécurité sociale est importante. Alors, et mobilise. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, avant de donner la parole à la première table ronde, je voulais quand même faire une petite introduction pour vous expliquer les raisons de ce colloque et un petit peu le programme. Pourquoi un colloque sur la sécurité sociale? Alors, d'abord parce que ça va bientôt être une vieille dame. On va fêter ses 80 ans et je pense qu'il y aura plein de choses sur les 80 ans de la sécurité sociale. Mais surtout parce qu'on est attaqué de toutes parts. Et dans ces moments-là, pour contre-attaquer, on a un petit peu besoin d'inspiration. On a un petit besoin de souffle. Et la sécurité sociale, c'est typiquement quelque chose qui peut nous donner du souffle. Alors, quelles sont les attaques qu'on subit? On subit des attaques démocratiques. Et je pense tous les jours, on le voit. Alors, c'est très évident avec une forme de nouvelle internationale néofasciste qui est là, avec Trump, Poutine. Et très sincèrement, c'est vrai que dans ce climat-là, on pourrait se dire, mais être terrifié et ne se focaliser que là-dessus. Mais en réalité, cette attaque démocratique, est, de façon plus insidieuse, elle est là aussi dans nos pays, avec une forme d'illibéralisme qui petit à petit grignote nos droits. Et elle grignote aussi nos droits sociaux et elle grignote aussi la démocratie sociale. Et c'est là-dessus qu'on va aussi discuter aujourd'hui. Enfin, on est aussi dans une situation où on est attaqué sur notre modèle social, qui est en grande difficulté depuis 40 ans. 40 ans d'austérité, 40 ans de politique libérale. Et elle est vraiment attaquée de deux manières. Elle est attaquée parce qu'on manque de moyens. Partout, on manque de moyens. On y reviendra, je pense, dans toute la journée. Mais aussi, on a un management toxique qui est une montée du privé, et c'est une autre forme d'attaque, en fait, de nos services publics. L'idée sous-jacente, et je crois que ça sera peut-être dit dans la journée, c'est progressivement de transformer nos services publics par des services privés et avoir une logique de délégation de services publics sur l'ensemble des systèmes. Ces attaques, en fait, conduisent notre système de santé au bord du gouffre. Il est à bout de souffle. On a beaucoup débattu à l'Assemblée nationale des déserts médicaux. C'est peut-être quelque chose sur lequel on reviendra en fin de journée. Les personnels sont en situation de burn-out chronique, mais c'est vrai des infirmières libérales, c'est vrai de l'ensemble des personnels dans les hôpitaux, mais aussi dans certaines cliniques privées, dans les EHPAD. Donc on a vraiment cette situation des personnels qui est vraiment très problématique. Et puis on a des hôpitaux endettés, et en face, on a des cliniques, certaines en tout cas, qui font de très beaux bénéfices et une industrie pharmaceutique qui, dans certains endroits, se porte extrêmement bien. Et donc, ils profitent, en fait, de notre système social pour engranger des bénéfices. Enfin, on a un système de retraite, je ne vais pas être trop long, mais qui est grignoté année par année pour laisser place, en fait, à la capitalisation, même s'ils ne le disent pas. Fondamentalement, le report de l'âge de départ de la retraite aboutit surtout et avant tout à une diminution des pensions, et donc aboutit, et c'est ça qu'ils cherchent, à un début de capitalisation. Bon. Donc moi, il me semblait important d'avoir cette journée, de rappeler les principes qui fondent la sécurité sociale, qui sont ce que j'appelle des gisements de communisme, et qui sont inspirants pour dessiner un horizon écosocialiste, parce que je crois qu'on ne peut pas continuer à lutter chaque jour, pied à pied, face aux attaques, sans avoir un horizon un peu inspirant, et se redonner un horizon un peu inspirant. C'est ce que moi j'avais essayé de travailler dans mon livre « Le capital, c'est nous ». Alors, ce qui est important avec la sécurité sociale, c'est qu'on part des besoins, et l'idée, c'est d'adapter les moyens aux besoins, et c'est de ça dont on va discuter dans un certain nombre de tables rondes. Et le débat est aussi important pour la gauche, je crois, parce que fondamentalement, et c'est probablement ce qu'on va discuter à la fin dans les dernières tables rondes, il y a la question des moyens. C'est-à-dire qui paye la protection sociale, quel modèle de protection sociale. Certes, la gauche est relativement unie pour dire qu'il faut augmenter certaines dépenses de santé, mais néanmoins, quand on gratte un peu sur le modèle social à réinventer, il y a encore beaucoup de débats entre nous, et c'est ce qu'on essaiera de faire en fin de journée. Alors maintenant, le programme. Cette journée se déroulera en 4 parties. La première partie, c'est là, tout de suite. C'est une première table ronde sur l'histoire de la sécurité sociale et de nos coquilles sociaux. Et dans l'histoire, il y a l'histoire vraiment plutôt le passé, et puis l'histoire récente, c'est-à-dire les enjeux actuels.
Il y a 2 livres qui ont vraiment construit ma réflexion sur la sécurité sociale, notamment du PLFSS. C'est Et la cotisation sociale créera l'emploi de Bernard Friot, et on l'avait invité, bon, malheureusement il n'était pas disponible. Et c'est votre livre, Nicolas Da Silva, La bataille de la Sécu, que j'ai dévoré, que je conseille à tout le monde, hein, page pub. Voilà. Et donc on aura une première table ronde qui sera animée par mon ami Damien Maudet, qui est député aussi de la Commission des affaires sociales, qui est membre de LFI, et qui a aussi écrit un petit livre que je vous conseille, qui est Un député aux urgences. Et donc on aura d'abord Nicolas Da Silva, qui nous parlera, à mon avis, de l'histoire de la sécurité sociale. Ensuite, il y aura, je ne sais plus dans quel ordre, ça c'est Damien qui verra, mais il y a Cécile Velasquez, et je suis vraiment content que tu sois là, puisque tu es là pour la CGT et la Fédération nationale des organismes sociaux. On se connaît depuis quelques temps, depuis que je suis élu, et c'est vraiment un travail qu'on fait en commun sur ces sujets-là. Françoise Ney, du Tour de France de la santé. Je pense que Damien peut-être représentera plus largement les différents intervenants de cette table ronde. On aura ensuite une deuxième table ronde qui devra commencer à 11 h. Donc vous allez voir, c'est une journée assez stakhanoviste, hein. À 11 h, on commencera la deuxième table ronde, cette fois-ci sur le sujet éminent du financement de la sécurité sociale, comment on finance la protection sociale dans son ensemble, avec 2 économistes, Michael Zemmour, d'une part, qui est spécialiste du financement de la protection sociale et qu'on a beaucoup entendu lors de la bataille des retraites, et Henri Sterdignac. Cet après-midi, on poursuivra en se projetant vers l'avenir et avec un sujet qui moi me tient à cœur, c'est quel périmètre pour une sécurité sociale du XXIe siècle, hein. Et donc on abordera un certain nombre de sujets autour de ça. Et on conclura la journée par un débat entre les députés du nouveau Front populaire, en tout cas des députés qui représentent l'ensemble de l'arc des forces des écologistes et de la gauche. Donc il y aura Cyrielle Châtelain pour le groupe écologiste et pour les Verts, les écologistes, Adrien Clouet pour LFI, Karine Lebon pour le groupe GDR dans lequel il y a les communistes, et Jérôme Guetsch pour le Parti socialiste. Voilà. Je vous remercie à toutes et tous. Je te cède la parole, Damien, pour cette première table ronde. Merci beaucoup, Hendrik. Merci à toute ton équipe qui a organisé cette journée-là. J'imagine que nous, on a le bon rôle d'être toutes et tous devant, mais j'imagine que c'est un gros travail de fourmi de la part des collaborateurs et collaboratrices parlementaires. Donc, félicitations à elle et à eux. Merci à tout le monde d'être venu aussi nombreux. Donc, merci pour la proposition de cette co-animation et pour la page de pub par ailleurs. Pour cette première table ronde, donc, c'est une table ronde sur la sécurité sociale, un acquis des luttes remis en cause par l'agenda néolibéral. Je fais une petite incise de quelques minutes puisqu'on est en mode Stakhanov, donc du coup je vais essayer d'être rapide, mais sur le financement de la sécurité sociale et son histoire, le fait que c'est la cotisation qui est censée la financer, on en a entendu parler il n'y a pas longtemps, puisqu'il y a à peine deux soirs, Emmanuel Macron, puisque pour fêter ses 8 ans de mandat, nous a dit que maintenant ça allait être la consommation qui allait devoir financer davantage encore la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle de cotisation, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais chacun selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, à tout le monde va payer en achetant aujourd'hui, dans la consommation. C'est une journée quand même thématique sécurité sociale et santé, parce qu'aujourd'hui on a aussi un débat en hémicycle sur la lutte contre la mortalité infantile, qui est un des marqueurs aussi, hein, puisque vous savez qu'en France la mortalité infantile ne cesse de croître depuis 20 ans, qu'on est passé de 3e pays de l'Union européenne avec la plus faible à 25e pays entre la Bulgarie et la Pologne, alors que tous nos voisins, eux, progressent dans ce domaine-là. Et c'est Emmanuel Todd qui, en 1976, avait prédit la chute de l'URSS en analysant la mortalité infantile, en disant qu'un pays qui ne savait pas s'occuper des naissances aurait beaucoup de mal à s'occuper de son système de santé et de sa protection sociale en général. Peut-être que ça peut aussi nous interroger sur l'état de santé de notre propre pays. Pour cette première table ronde, avec nous, donc Nicolas Da Silva, maître de conférence en sciences économiques à l'université Sorbonne Paris-Nord, auteur de plusieurs ouvrages, dont quand même ce dernier qui est assez impressionnant, je veux dire, par le contenu et la richesse. La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé. Et avec nous, vous reviendrez sur l'histoire de la bataille de la Sécu, en quoi ça a été une lutte, et peut-être en faire le lien aussi avec les luttes actuelles. Aussi avec nous Françoise Ney, coordinatrice du Tour de France de la santé, qui regroupe aujourd'hui plus de 70 organisations, syndicats, partis politiques, associations. J'espère que je n'oublie personne. Comment ? Mutuelles, pardon, etc. Donc voilà, beaucoup de monde, et qui a organisé beaucoup d'événements autour de la santé. Et on vous voit souvent dans les couloirs de l'Assemblée nationale, ou en tout cas plutôt proche. Et on va parler des questions de la privatisation aujourd'hui du système de santé, de ses effets,
Et est-ce qu'aujourd'hui la privatisation est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité? Et enfin, Cécile Velasquez, secrétaire générale de la CGT, Fédération des organismes sociaux, et vous abordera avec nous la question du 100% sécu, et notamment les questions des autres droits que celui de la santé, comme par exemple le droit à l'autonomie. Peut-être on va commencer par vous, Nicolas Da Silva, et répondre à cette question assez simple. En quoi le système de protection sociale que l'on a aujourd'hui, à un moment où on nous parle beaucoup de dialogue social, du fait qu'il doit y avoir des grandes concertations, en quoi c'est pas du tout le fruit d'un dialogue social, mais c'est plutôt le fruit d'une lutte, et d'une lutte qui est toujours actuelle? Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, merci pour cette question, bien entendu. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation, c'est toujours un travail difficile, donc vraiment j'ai beaucoup de reconnaissance pour toutes les personnes qui ont organisé, qui ont invité ces tables, et je me réjouis à l'avance de cette journée. Alors merci pour cette question, et j'ai prévu donc, dans cette intervention, arrêtez-moi parce que les universitaires ont tendance à être très bavards, comment dire, de parler d'une double ambivalence sur la genèse, la construction de la sécurité sociale. Et justement autour de cette idée de l'enjeu des luttes. Parce que, donc première ambivalence, l'ambivalence sur l'origine de la sécurité sociale. Traditionnellement, les discours sur la sécurité sociale, beaucoup de travaux en sciences sociales d'ailleurs, nous expliquent que la sécurité sociale est le produit d'un grand consensus d'une époque très particulière de l'après-guerre, qui marque vraiment un moment où il y aurait eu un grand accord pour faire la sécurité sociale. Éventuellement, si on parle de la période précédente, on va expliquer que finalement la sécurité sociale, c'est aussi le marqueur de la lente montée en puissance de l'État social, avec de nombreuses réglementations, de nombreuses politiques sociales qui se seraient accumulées les unes après les autres dans une dynamique un peu linéaire, et finalement, grâce à la concorde, grâce au débat, grâce aux discussions apaisées, les choses se seraient construites quasiment spontanément. Moi, dans mon travail, bien sûr, je ne cherche pas à contester tout un tas d'éléments et d'acteurs influents sur la construction de la sécurité sociale, mais j'essaie de mettre la focale sur la dimension conflictuelle à l'origine de la sécurité sociale. Et c'est un paradoxe, parce que la Sécu, c'est une institution protectrice à laquelle on est souvent très nombreux à être attachés. Et c'est sûr que c'est étonnant, étant donné ce qu'on connaît sur la sécurité sociale, de dire que c'est une institution du conflit. En tout cas, ça l'a été par le passé, ça le devient de moins en moins à dire que c'est une institution du conflit. Mais là où il y a une ambulance, c'est qu'il y a un double conflit. Il y a deux types de conflits qui sont à l'origine de la sécurité sociale, mais aussi des institutions de la protection sociale publique. Le premier type de conflit, c'est le conflit qu'on connaît et qui vient d'être évoqué, c'est le conflit social, tout simplement. Quand on parle des luttes, évidemment, c'est les luttes sociales. Et effectivement, quand on regarde dans l'avant-sécurité sociale, on pourrait en parler aussi pour la sécurité sociale, qu'est-ce qui se passe tout simplement au XIXe siècle? On a le capitalisme qui se développe de manière triomphante, qui broie les corps dans les nouveaux modes de travail. De l'autre côté, les institutions de protection sociale qui existaient par le passé qui s'effondrent. Et donc, on se pose la question de finalement, est-ce qu'il faut mettre en place une protection sociale publique étatique? Et la question, elle est posée très précocement à l'Assemblée nationale. Et très précocement, on dit que non, il faut... les classes dominantes de la société disent qu'il faut laisser faire la libre prévoyance. Si vous voulez être protégé, protégez-vous vous-même. Soyez prévoyants, parce qu'il ne faut pas inciter à l'abus des droits. Et donc ce qui se passe, c'est que entre l'État qui ne veut pas mettre en place au XIXe siècle des politiques sociales ambitieuses et le capital qui broie les corps au travail, eh bien, les classes populaires vont s'organiser, vont s'auto-organiser dans le cadre de lutte contre la réglementation en place, en payant de leur liberté, de leur chair, leur rébellion, vont créer des institutions comme les institutions qui sont les mutuelles. Les sociétés de secours mutuels se développent comme ça contre l'État,
contre le capital, parce que l'ordre dominant ne veut pas entendre parler de cela. Et c'est en ça qu'on peut dire que l'histoire de la protection sociale en France, c'est une histoire de lutte, donc sur le conflit social. Et on pourrait y revenir à plusieurs étapes, notamment dans l'entre-deux-guerres, mais aussi en 1945, on pourra y revenir. Donc vraiment, l'idée de conflit social. Mais ce n'est pas que le conflit social. Alors pourquoi le conflit social est nécessaire ? Le conflit social est nécessaire parce qu'en fait, il bouleverse l'ordre dominant. Ce que cherche à faire le mouvement social, que ce soit un mouvement social associatif, syndical, pour beaucoup, il ne fait pas que ça, mais pour beaucoup, c'est bousculer l'ordre dominant. Mais il n'y a pas que le conflit social qui bouscule l'ordre dominant, et là, nos institutions de protection sociale, elles sont très liées bien sûr à des révoltes, à des révolutions, à des grèves, mais elles sont aussi liées aux conflits militaires. Et en fait, ce n'est pas un hasard si la sécurité sociale, elle est de 1945. Parce qu'on sort d'un conflit militaire qui est absolument terrible et qui bouleverse l'ordre établi. En bouleversant l'établi, ce qui était autrefois politiquement impossible devient politiquement possible. Et ça, c'est quand même très important à avoir en tête. La sécurité sociale, elle n'est pas créée parce que désormais, on aurait plus d'argent, les finances seraient meilleures. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Au sortir de la guerre, la situation est moins bonne que quand on rentre dans la guerre. Donc on voit à quel point la sécurité sociale, c'est une institution qui est une institution politique. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que convaincre, c'est insuffisant. Convaincre du fait que la sécurité sociale, que la protection sociale publique, c'est important, c'est largement insuffisant. Ce n'est pas dans les débats apaisés que la sécurité sociale s'est construite. En tout cas, ce n'est certainement pas uniquement du fait de ces débats, parce que tout au long du XIXe siècle, l'Assemblée parle beaucoup des lois de protection sociale, parle beaucoup de tout un tas de choses, et le changement social, lui, il est produit par la conflictualité. Donc ça, c'est la première ambivalence sur l'origine de la sécurité sociale. Conflit social, conflit militaire, et évidemment, vaut mieux organiser le conflit social plutôt que d'attendre l'autre. Et deuxième ambivalence, une ambivalence sur le caractère émancipateur de la sécurité sociale. Donc ce caractère émancipateur, il suppose de remettre en cause l'ordre social. Or, en fait, il y a des formes de sécurité sociale, et il faut l'avoir en tête, qui ne sont pas forcément émancipatrices, ou en tout cas pas complètement émancipatrices. Et donc là, un autre aspect de mon travail, c'est de montrer que, évidemment, l'argent, les finances, ça compte, mais le pouvoir sur l'institution, ça compte aussi. Et on peut mettre en évidence différents idéotypes dans l'organisation de la protection sociale publique. D'un côté, une forme qui est dirigée par l'État, l'État social. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est une politique publique qui est dirigée par l'État à un niveau très, très centralisé, avec des formes d'accommodement avec le marché. C'est-à-dire, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que l'État organise les marchés dans une alliance avec eux. Et c'est bien parce que l'État dirige la politique sociale, les politiques sociales en général, les politiques de santé en particulier, qu'il organise le développement des complémentaires santé, il organise le développement des cliniques privées à but lucratif, il solvabilise l'industrie pharmaceutique. Et en fait, les premiers défenseurs de la sécurité sociale, c'est aussi l'industrie pharmaceutique. Donc on voit bien comment il est tout à fait possible d'avoir des formes où l'État social est le meilleur allié des marchés. Or, en France, on a cette originalité dans le monde de la protection sociale et de la sécu en particulier, c'est qu'on avait très conscience du fait que laisser à l'État tout le pouvoir sur la sécurité sociale était un problème, et c'est pour ça qu'on a une autre forme d'organisation qui est une organisation classique, où le pouvoir était aux intéressés. Alors on peut avoir plusieurs mots dans le champ des sciences sociales pour parler de ça. Aujourd'hui, le mot qui est un peu à la mode, c'est les communs. Avec cette idée que, en fait, il y a du public qui n'est pas étatique. Et donc ça peut être utile. Pourquoi ? Parce que ça colore la politique sociale. Lorsque les mutuelles s'auto-organisent au XIXe siècle contre l'État, contre le capital, c'est bien parce qu'ils ont envie de mettre en place des choses qui ne sont pas mises en place par les classes dominantes, qui n'en ont pas besoin. En 1945, on ne crée pas la sécurité sociale, au sens où on ne crée pas des caisses d'assurance avec cotisation obligatoire. Elles existent avant-guerre. En 1928, 1930, on a les lois d'assurance sociale. Il y a une obligation de cotisation, mais qui gère ? Ceux qui gèrent, ce sont des représentants de l'ordre dominant.
ce sont des gens qui sont représentants d'une forme de paternalisme social. Ça va être le patronat, ça va être le clergé, ça va être les mutualistes, qui ne sont plus les mutualistes du début du 19e siècle, qui sont des mutualistes complètement notabilisés. Et ils gèrent en étant complètement paternalistes, c'est-à-dire en essayant de choisir et de discuter qui mérite le secours. Est-ce qu'il y a des bons pauvres? Est-ce qu'il y a des mauvais pauvres? Et bien entendu, l'originalité de 45, c'est le fait que le pouvoir sur la sécurité sociale est distribué de façon très différente. Et il y a un pouvoir très important qui est attribué aux intéressés eux-mêmes, notamment et principalement le salariat, la classe ouvrière, puisqu'à cette époque, le salariat est essentiellement ouvrier, qui dirige les caisses de sécurité sociale, au moins pour 3/4 des sièges dans les conseils d'administration. Et alors ça, c'est très important, c'est pas juste un enjeu de pouvoir, c'est pas juste un enjeu de qui décide pour savoir qui a le plus de pouvoir. L'enjeu, c'est qu'en ayant du pouvoir, on peut colorer la politique sociale. Et donc, en ayant le pouvoir, que font toutes ces personnes qui sont dans les caisses de sécurité sociale? Eh bien, elles vont essayer de faire ce dont elles ont besoin en tant que classe sociale. Et par exemple, l'un des cas qui est le mieux connu, c'est sur l'accès aux soins primaires. La médecine libérale est vent debout contre la sécurité sociale. Eh bien, que se passe-t-il? Les ouvriers qui sont représentés dans les caisses, ils n'attendent pas que les médecins se mettent d'accord pour signer des conventions avec ce qu'on appelle aujourd'hui un tarif opposable. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien sûr, ils essayent de négocier avec les médecins, mais parallèlement, ils financent des initiatives originales, comme des centres de santé. Et ils vont contribuer à développer ce qui existait déjà auparavant sous forme d'auto-organisation, ces centres de santé qui peuvent être centres de santé municipaux avec le PCF, ou bien des centres de santé mutualistes avec certaines mutuelles ouvrières. Et là, on voit bien qu'il y a une ambivalence sur cette politique sociale qu'est la sécurité sociale. Est-ce que, quand on parle de la sécurité sociale, on parle d'une politique étatique, donc qui aujourd'hui, dont les décisions aujourd'hui sont prises par à la fois des élites politiques qui souvent ressemblent très peu à la population française, vivant sur le territoire français, ou bien est-ce qu'on parle de la population elle-même dans une conception beaucoup plus ouverte de ce que c'est que la démocratie? Aujourd'hui, ceux qui décident et discutent de la politique sociale, souvent, c'est ce que les politistes appellent les élites du welfare. Donc ce sont des gens qui, d'un point de vue social, ont des expériences, des intérêts qui sont très différents. Et donc l'enjeu, c'est la sécurité sociale. C'est de l'argent, bien sûr, mais c'est aussi du pouvoir. Et on peut se poser la question, est-ce que la sécurité sociale aurait continué à évoluer comme elle a évolué, c'est-à-dire en organisant des alliances avec le marché, en finançant l'industrie pharmaceutique, en n'étant pas trop embêtante avec la médecine de secteur 2, en étant accommodante avec donc, l'industrie pharmaceutique, les cliniques? Est-ce que tout ça aurait été possible s'il y avait un pouvoir populaire sur la sécurité sociale? Eh bien évidemment, c'est une question qui est très importante et qui explique en contraposé le fait que la sécurité sociale de 1945, le premier type de réforme qui a été mené contre elle, ce ne sont pas des réformes financières, d'économie, mais des réformes politiques, sur la gouvernance. Qui décide? Et on voit bien que la question du qui décide est absolument dominante. Et donc, cette double ambivalence sur l'origine de la sécurité sociale, mais aussi sur son caractère émancipateur, sur qui est-ce qui a le pouvoir sur la sécurité sociale, elle doit nous faire réfléchir encore aujourd'hui sur tout un tas de sujets. Et celui que je voudrais évoquer avec vous pour conclure, c'est le sujet du 100% sécu ou de la grande sécu sur les questions d'assurance maladie. En fait, le point de départ est très connu. On sait que la sécurité sociale, ça fonctionne mieux que les complémentaires santé. C'est plus économe, ça coûte moins cher, et c'est beaucoup plus égalitaire. On sait que ça marche. On parle quand on va discuter avec à la fois des représentants politiques, avec des hauts fonctionnaires. En fait, on sait que ça marche. Pourtant, on ne le fait pas. Donc on voit bien que ce n'est pas la connaissance unique du fait que certaines institutions sont plus efficaces que d'autres qui permettent que ces institutions soient mises en place. Donc, ça montre bien qu'il faut de la conflictualité. Mais le sujet du 100%, mais c'est aussi 100% de quoi? C'est-à-dire quand on dit qu'on va étendre la sécurité sociale sur les questions des soins de santé, on pourrait parler des autres branches bien entendu, mais où est-ce qu'on s'arrête? Qu'est-ce qu'on rembourse? Et là revient la question du pouvoir. Est-ce que ceux qui vont décider, ce sont les gens dans les ministères
qui ont leur légitimité, il ne s'agit pas de leur nier complètement une légitimité, ou est-ce que ceux qui doivent décider, c'est plus généralement la population dans des formes de démocratie beaucoup plus radicales? Et donc, l'un des enjeux de mon travail, c'est de montrer à quel point il serait pertinent de reprendre le pouvoir sur la Sécu. Voilà, merci. C'est vrai que merci beaucoup Nicolas Da Silva. C'est vrai que sur la question du pouvoir, des fois, quand on regarde les choses de manière un peu schématique, on est passé de 70% des travailleurs qui avaient la main sur la Sécu à des 49,3 aujourd'hui. Donc on est passé finalement de 70% de travailleurs à François Bayrou. Sur qui décide de ce qu'on va faire de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on est passé de 70% de travailleurs à une seule personne. Et bon, pas de chance, en plus, cette personne aujourd'hui, c'est François Bayrou. Bon, merci beaucoup. Sur la question du pouvoir et de l'étatisation de la sécurité sociale, on peut aussi se poser la question, donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas passé par un premier seuil qui est l'étatisation, et peut-être pour aller vers enfin la privatisation, c'est-à-dire que ce serait fait en 2 temps, ce travail sur la sécurité sociale. Il y a une étude de The Lancet qui a été citée par Olivier Milron, qui est cardiologue, qui est membre du collectif Interhôpitaux, dans son livre Guide des intox sur le système de santé, qui explique, l'étude de The Lancet, qui explique que dans les systèmes de santé avec un fort taux de privatisation, les gens sont moins bien soignés et moins bien traités. Aujourd'hui, Françoise Ney, peut-être en nous expliquant déjà aussi ce que c'est le Tour de France de la santé, les objectifs, est-ce que la question de la privatisation, dans quelle mesure la privatisation du système de santé, elle est réelle et que ce n'est pas uniquement un fantasme des uns ou des autres, et quels en seraient les effets aujourd'hui sur ce système de santé ? Merci pour l'invitation. Le Tour de France pour la santé, c'est effectivement plus de 70 organisations qui s'inscrivent dans une démarche unitaire et qui se proposent de construire des alternatives, des propositions alternatives qui leur sont communes, et de poursuivre aussi les mobilisations autour de la santé, du social, du médico-social, pour obtenir un budget de la sécurité sociale qui soit à la hauteur des besoins tant de la population que des personnels. L'intervention qui suit s'appuie sur le travail en cours. Nous nous situons bien entendu dans un contexte particulier, une crise sanitaire de grande ampleur, ça a déjà été souligné, qui touche aussi bien la médecine de ville que l'hôpital qui est épuisé, dans une société où règnent les principes du libéralisme économique, notamment la libre concurrence et la libre installation. Et on assiste dans notre pays désormais à une remise en cause assumée du modèle social et du financement de la protection sociale qui s'appuie sur une politique de réduction des dépenses publiques à un niveau inégalé. Concernant la protection sociale, Emmanuel Macron, mardi dernier, dans son intervention, insistait sur le poids de celle-ci sur le travail et la nécessité de repenser son financement. On peut s'attendre au pire dans les propositions. Rappelons simplement que la part des ménages dans le financement de la sécurité sociale, cotisations, CSG et taxes, est passée de 34,8% en 1990 à 52,9% en 2021, quand la part des employeurs, elle, diminuait de 65% à 47% sur la même période. La santé comme l'école reste un des secteurs échappant en partie aux appétits du marché, mais on assiste depuis des années à une redistribution vers le privé lucratif, tant pour l'assurance maladie que pour le système de santé. Et cette évolution a des conséquences importantes, ça vient d'être souligné, c'est effectivement sur l'étude du Lancet, sur l'accès aux soins, la qualité des soins, et sur la santé, bien évidemment, des usagers et des usagères. Alors, on a assisté au fil des ans à des mesures restrictives au niveau des lois de financement de la sécurité sociale, et des remboursements de médicaments, l'instauration des franchises médicales, la baisse des remboursements comme pour les frais dentaires en 2024. On est quand même passé de 70 à 65% de remboursement de frais dentaires, les différents forfaits, les délais de carence, tout autant qui constituent des freins à l'accès aux soins, pour des raisons financières. On a une étude récente de l'Ipsos qui nous montre que 45% des personnes interrogées dans la dernière, renoncent à des soins pour des raisons financières. Voilà. À ces mesures, il faut aussi ajouter les dépassements d'honoraires qui franchissaient les 3,5 milliards d'euros en 2021. Dans ces conditions, avoir une mutuelle, ça devient indispensable pour se soigner. Or, le champ des complémentaires santé a été ouvert aux assurances privées.
Et donc, soumises à la concurrence, les mutuelles ont perdu leur identité et se sont alignées sur les techniques du privé, sélection des patients, critères d'âge modulant le montant des tarifs. Les individus s'assurent en fonction de leur capacité de paiement, donc en fait c'est ceux qui en ont le moins besoin, qui ont le plus de moyens financiers qui vont s'assurer le mieux, et puis c'est les autres, les plus malades, les plus précaires, qui eux auront, voire n'auront pas du tout de mutuelle ou en auront une de moins bonne qualité. Et le corollaire à tout ça, c'est le renoncement aux soins et ses conséquences sur l'état de santé de la population. Les inégalités, elles sont aussi parlantes dans le poids relatif que représente le coût de la santé pour les gens. Pour les 10% les plus précaires, c'est 7,5% de leurs revenus. Pour les 10% les plus riches, c'est 2,4% de leurs revenus. On marche sur la tête, quoi, en clair. Le secteur privé lucratif. Alors, il était constitué auparavant essentiellement par des cliniques gérées par des professionnels de santé. Mais dans les années 70-80, on a vu l'émergence de grands groupes privés cotés en bourse. Et donc actuellement, on a 4 groupes, Ramsay Santé, Elsan, Vivalto et Amaviva, qui détiennent 40% du secteur privé lucratif. Le remodelage de ce secteur, il s'est accompagné de regroupements en concentration et d'une réorientation vers les activités les plus rentables. Et c'est ainsi massivement, par exemple, désengagé des maternités, parce que les maternités, ça ne rapportait pas suffisamment en termes de tarifs, et parce qu'en plus, il y avait un risque médico-légal important. Et donc, il s'est tourné, il a de la même façon abandonné un certain type de chirurgie pour se tourner essentiellement vers l'ambulatoire et vers une chirurgie comme la chirurgie de la cataracte, etc. Enfin, vous voyez, qui permettent une utilisation du coup optimale des plateaux techniques, des blocs chirurgicaux, et qui ne nécessitent pas, par exemple, un plateau technique ni une équipe la nuit, ni des urgences sur le site. Donc ça veut dire une sacrée économie. Quand on enlève toute la maintenance sur 24 heures, c'est une sacrée économie. On en est arrivé à ce qu'ils assurent aujourd'hui, que le secteur privé assure aujourd'hui plus de la moitié des actes chirurgicaux en France. Et dans certaines spécialités et régions, ils ont un quasi-monopole. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas passer par autre part que pour, par exemple, accéder à l'urologie, entre autres. Hein. C'est une des spécialités concernées. Alors, dans ces cliniques privées, les dépassements d'honoraires sont la règle. Et ça permet de sélectionner les patients. Parce que si on ne peut pas payer, on n'y va pas. Les patients sont par ailleurs moins malades et moins précaires, ça c'est des études qui le montrent, qu'à l'hôpital. Les critères d'admission excluent les patients présentant les pathologies les plus sévères, et comme ils ne passent pas par la case urgence, c'est facile de les sélectionner avant l'entrée. Il n'est pas rare de voir transférer aux urgences de l'hôpital public un patient qui présente des complications, voire celui dont la durée de séjour s'allonge. Il reste trop longtemps, donc on trouve un moyen, une raison de l'expédier à l'hôpital. En cas de gain insuffisant, le secteur privé investit dans une autre activité ou ferme du jour au lendemain. Et il peut bénéficier, et il bénéficie, c'est pas il peut, il bénéficie d'aides publiques. Le secteur privé lucratif se développe maintenant sur de nouveaux créneaux porteurs. Les centres de santé, la télémédecine, les soins de suite et de réadaptation, la psychiatrie, pour n'en citer que quelques-uns. La rentabilité de ces activités repose dans ce cadre-là pour une bonne part sur les prestations hôtelières. Pour ce qui est de la psychiatrie et du SSR, c'est particulièrement vrai, sur les prestations hôtelières ou annexes, mais aussi sur le parcours du patient. Pour les soins de suite et de réadaptation, c'est un moyen de recruter pour les EHPAD du groupe. Pour les centres de santé, de recruter pour les cliniques. En ville, on a vu des centres de santé privés se développer, dont certains mettent la clé sous la porte du jour au lendemain. C'est le cas du groupe Sagéo. D'autres sont déconventionnés par la sécurité sociale pour des fraudes avérées. On voit encore des centres de consultation non programmés où les créneaux horaires mis à disposition sont ceux qui permettent de majorer le montant de la consultation. Des montages financiers se développent qui sont liés à la financiarisation du secteur. Un rapport récent SICTAR-CFDT pointait ceux réalisés par Ramsay. Il révèle par exemple que si des hôpitaux phares comme l'hôpital Antony, qui est un hôpital de la région parisienne, opèrent avec des déficits persistants, eh bien, ils paient des loyers importants
à des filiales de Ramsay Santé, qui génèrent des bénéfices de 40 à 60%. Et d'après le SICTAR, le montant versé par les EHPAD, les hôpitaux et cliniques privés en France aux investisseurs immobiliers privés en 2023 pourrait s'élever à environ 2,5 milliards d'euros annuels, soit l'équivalent de 82 000 postes infirmiers sur l'année. Voilà. La financiarisation de la santé, elle se porte aussi sur d'autres secteurs. On en parle beaucoup pour la biologie médicale, hein, qui est concentrée entre 6 groupes à l'heure actuelle, 6 opérateurs privés. C'est aussi maintenant la radiologie, les centres de santé, on l'a déjà dit, la perte d'autonomie avec toutes les Orpea, qui n'est plus Orpea maintenant, mais Corian, etc. La télémédecine, et Ramsay, là encore, a pu proposer un forfait mensuel pour accéder à une consultation 24 heures sur 24. Ils ont abandonné cette idée parce qu'il y a eu une levée de bouclier. On a aussi les prises de rendez-vous sur Doctolib, tout ce qui est autour des données de santé. Les pharmacies même sont concernées par cette financiarisation par le biais de l'endettement sur les marchés financiers qu'elles peuvent souscrire. La taille des opérateurs privés leur permet de rester concurrentiels et de s'imposer, voire d'imposer leur diktat. Il a suffi d'une menace de grève de l'hospitalisation privée l'année dernière pour que le gouvernement recule en quelques jours sur la question des tarifs. Le secteur privé coûte cher à l'assuré et cher à l'usager et à l'assurance maladie. Il prend donc appui sur les difficultés du service public pour s'emparer de parts de marché. Il gagne petit à petit du terrain sur des activités et surtout des activités à moindre coût de fonctionnement. Mais il a quand même passé en 10 ans de 25 à 35% de l'offre de soins. Donc il progresse. Les différences de rémunération pour les médecins pouvaient en aller du simple au triple. La limitation des contraintes, pas ou peu d'horaires de nuit ou de week-end. Les conditions de travail le rendent plus attractif pour les personnels et donc il contribue à l'affaiblissement du service public tout en laissant à celui-ci le soin d'assurer la permanence des soins et la réponse de l'ensemble des besoins de la population. Alors pour autant, l'hôpital public n'est pas épargné par la privatisation, hein. Tout d'abord parce qu'on le plie désormais aux mêmes critères de fonctionnement que le privé. C'est l'hôpital entreprise cher à Nicolas Sarkozy avec la mise en place de la tarification à l'activité. La recherche de rentabilité et l'efficience devient la règle. Donc les hôpitaux ont même mis en place des stratégies pour optimiser les séjours en allant chercher dans les dossiers médicaux toutes les pathologies qui pouvaient rapporter et faire payer davantage l'assurance maladie. Ça a contribué aussi à privilégier un certain nombre d'activités, suivant des critères de rentabilité possibles de ces activités. Et par exemple, on peut en arriver à fermer un centre d'IVG pendant l'été pour maintenir une activité de lit d'aigu parce que ces lits d'aigu rapportent plus. Et c'est ce choix-là qui est fait. On fera aussi le choix de développer un projet médical s'il répondant à un besoin de la population, uniquement si on a d'abord une étude médico-économique qui va dans le bon sens, c'est-à-dire qui va pouvoir éventuellement rapporter de l'argent à l'hôpital. On a beaucoup concentré les hôpitaux pour réaliser des économies d'échelle et sous couvert d'optimisation aussi par rapport à la problématique de recrutement et de pénurie des professionnels. Ces regroupements d'hôpitaux, ils ont conduit à des fermetures de services et donc aujourd'hui posent des problèmes d'accès aux soins de proximité. À l'hôpital public, on a aussi beaucoup de sous-traitance. La sous-traitance, elle a commencé par tout ce qui était entretien des locaux, la blanchisserie, la restauration, mais maintenant, c'est y compris la maintenance technique. On va jusqu'à même sous-traiter les comptes rendus médicaux. Et on vend des prestations au sein de l'hôpital public avec capital, où on fait payer les parkings. Cette externalisation, elle peut donc avoir des effets négatifs pour les patients. Voilà. Donc, je parlerai aussi des développements des partenariats publics-privés, le plus souvent contraints comme en radiologie, au détriment de l'hôpital. Le plus emblématique, c'est quand même celui du centre hospitalier sud-francilien qui coûtait quelques 48 millions annuels de loyer à l'hôpital.
La financiarisation, elle touche aussi l'hôpital public, puisque maintenant des CHU, comme l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, lèvent des fonds sur les marchés financiers sous forme d'obligations. Voilà, alors on peut dire que, en conclusion, que la privatisation de notre système de santé répond à une logique bien connue, hein, privatisation des activités rentables, socialisation des activités les plus coûteuses ou les plus à risque. La recomposition qui s'effectue accentue la fragilité de notre système de santé. La financiarisation en marche est de ce point de vue très préoccupante. Les restructurations ont éloigné du soin une partie de la population, et elles sont quand même liées aussi à ces phénomènes. L'hôpital de proximité assure de moins en moins un accès aux spécialités pour toutes et tous. Voilà, donc là aussi, c'est un critère d'éloignement et de renoncement aux soins, auquel il faut ajouter les freins financiers dont on parlait précédemment. Alors, évidemment, les conséquences tant individuelles qu'en santé publique sont lourdes, avec des retards de diagnostic et des pathologies à prendre en charge à un stade plus avancé, avec un surcoût attendu. Concernant le Tour de France pour la santé, nous, on défend bien évidemment un service public de santé réparti sur tout le territoire, un service public de santé fort, avec y compris une approche territoriale qui inclut des hôpitaux publics de proximité et des centres publics de santé répartis sur tout le territoire. Pour un certain nombre d'organisations du Tour de France pour la santé, se pose réellement la question de la sortie du marché de la santé. Merci. Merci beaucoup Françoise Ney. Peut-être juste, je vous l'ai pas dit au début, mais après l'intervention de Cécile Velasquez, il y aura un temps d'échange où vous pourrez poser des questions aussi aux intervenants, évidemment. Cécile Velasquez, aujourd'hui, secrétaire générale de la CGT, Fédération des organismes sociaux, je vous représente. Merci beaucoup d'ailleurs de faire passer ce petit carnet où il y a le timing dessus, désolé pour cette tâche très, très ingrate. Aujourd'hui, les frais de santé augmentent considérablement. On est passé à plus 75% des frais de santé pour les Français en moyenne en 5 ans. Dans le même temps, on a de moins en moins de choses sont dites remboursées par la sécurité sociale et les restes à la charge des assurés ou via des complémentaires, augmentent. Et en même temps, dans le même temps, on a 2,6 millions de personnes qui n'ont pas de complémentaire santé. Donc ça veut dire qu'ils doivent payer eux-mêmes les restes à charge que la sécurité sociale ne prend pas en charge. La CGT a quand même une histoire particulière dans la création de la sécurité sociale. Peut-être qu'on pourrait aussi revenir dessus. Quel est le rôle aujourd'hui encore de la CGT et en quoi le projet de la CGT d'un 100% sécu pourrait améliorer drastiquement l'accès à la santé de nos concitoyennes, de nos concitoyens, et puis même en fait ne coûterait pas beaucoup plus d'argent que cela à la sécurité sociale. Merci Damien. Donc on est là pour 8 heures. J'ai vu vos questions. Non, plus sérieusement, tout d'abord pour remercier effectivement Hendrik et son équipe pour l'organisation qui ont dû supporter mon stress pendant parfois même très tardivement, parce que je ne suis pas forcément rompu à ce genre d'exercice. Mais en tout cas, voilà, c'était une invitation qu'on ne pouvait pas refuser en tant qu'organisation syndicale. Alors je précise, parce que ça va avoir ensuite un lien avec ce dont on va parler, c'est que moi, à titre personnel, je travaille à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et la fédération que j'ai la chance de représenter, donc comporte l'ensemble des salariés, alors non pas seulement de la sécurité sociale au sens large, mais il y a également donc France Travail, la mutualité sociale agricole, les groupes de protection sociale, donc la retraite complémentaire, les salariés des mutuelles aussi, des régies de quartier, des missions locales et des ateliers et chantiers d'insertion. Donc ça peut vous sembler assez vaste, mais en fait vous allez voir que derrière il y a la cohérence du projet dont on va parler. Parce que quand on parle de 100% sécu, effectivement, il y a la question du périmètre, de ce qu'on veut y mettre et comment on fait pour améliorer les droits qu'on revendique. Mais comme Damien m'a tendu la perche pour la partie historique et le rôle de la CGT dans la sécurité sociale, je vais demander à Mathilde, on a convenu de passer un petit film, alors je n'ayez pas peur, je prends sur mes 15 minutes d'intervention pour passer ce petit film de 3 minutes, parce que en fait, en gros, ça pourrait remplacer quasiment mon intervention pour expliquer quelle est pour nous la vision de la sécurité sociale
d'où elle vient et où on veut qu'elle aille. Et donc pour cela, en fait, c'est un extrait de discours d'Ambroise Croizat en 1946, quand il explique un peu le projet, ce qui est en train d'être mis en place, parce qu'on l'a dit, c'est à la fois les ordonnances de 45, mais ça va jusqu'aux lois du 22 mai 46. Donc c'est pour ça que nous, on a pris le parti de fêter les 80 ans de la Sécu en 2025 et en 2026. Et partout où vous nous invitez, on viendra. J'en profite pour faire moi aussi ma petite annonce. Donc si tu veux bien, Mathilde, merci beaucoup. Texte qui tend à généraliser par palier la sécurité sociale à toute la nation française. Cette révolution, excusez-moi cette formule, est attendue par tout le pays. Le grand édifice social qui prévoit dans son cadre toutes les améliorations possibles. Il est permis d'envisager que demain, la sécurité sociale assurera à tous les hommes et à toutes les femmes une certitude quant à leurs possibilités de vie, la prévention des accidents et leur réparation, l'indemnisation de toutes les pertes de travail, telles que le chômage, et l'assurance contre tous les risques sociaux. Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Nous avons essayé de résoudre, pour une date la plus proche possible, la retraite nationale pour tous les vieux de France. Nous espérons fermement que le principe en sera adopté et que son démarrage sera relativement rapide, malgré l'important et long travail de mise en application. Ce plan, dont j'ai à cœur de poursuivre inlassablement la réalisation, comporte une rénovation complète de notre système de sécurité sociale. Cette réforme qui doit également humaniser cette administration, la rendre plus proche des assurés et faire en sorte que ceux-ci y trouvent des avantages toujours plus substantiels. Car, et ceci est un des caractères les plus originaux du plan français, celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Rien de grand ne se fera sans la participation active et directe des producteurs eux-mêmes. L'association de tous les Français, sans exception, à cette œuvre de solidarité nationale, prouvera au monde le caractère hautement social de cette nouvelle République que nous voulons vraiment démocratique, forte et indépendante. Donc quand je vous disais que dans cette petite vidéo, il y a énormément de choses pour lesquelles dans lesquelles on peut se reconnaître. Alors déjà, il faut savoir, à la CGT, bien sûr, il faut savoir que dans un premier temps, on gère, on va dire, les revendications des salariés. Donc là, c'est vraiment la partie immédiate, la revendication immédiate des salariés, des agents comme moi, notamment de la caisse primaire que je représente. Mais il y a également, donc, à la CGT, la réflexion sur véritablement transformer la société. Donc à partir de là, forcément, donc, sur le champ et le périmètre de la fédération que je représente, il y a eu bien entendu des réflexions et se dire qu'est-ce qu'on veut porter, nous, comme projet pour la société, et qu'est-ce qu'on veut pouvoir mettre en place. Alors bien sûr, il y a d'abord un travail, on va dire, idéologique, de réflexion, mais aussi, là aujourd'hui, on est dans la phase, et c'est pour ça aussi que je suis là, on est dans la phase où on est en train de concrétiser. C'est-à-dire, si demain, alors que on devient ceux qui décidons, on va dire, comme l'a dit un peu Nicolas tout à l'heure, alors que ce soit par un changement radical par la rue ou bien par les urnes, c'est comment on peut, nous, en tant qu'organisation syndicale, apporter au débat
un projet qui puisse à la fois convaincre la population et ses représentants, parce que nous, on considère qu'aujourd'hui, ce qu'on va porter et ce que je vais vous décrire au niveau du 100% Sécu est quelque chose qui peut être mis en place assez rapidement, tout simplement, parce qu'on va partir de ce qu'on a vu, hein, les fondamentaux, l'organisation qu'il y a déjà en place, tout en respectant. Nous, on est vraiment, quand Ambroise Croizat, la phrase le dit, et il parle dans le cadre, toutes les améliorations possibles dans ce cadre-là. Donc ce cadre-là, pour nous, c'est bien entendu la cotisation sociale, le fait que ce soit les assurés eux-mêmes qui gèrent les choses. Ça, c'est quelque chose de très important et qui ne revient pas forcément dans le débat, mais pour nous, on doit absolument reprendre la main sur la gestion, parce que là, que ce soit par les projets de loi de financement de la sécurité sociale ou la mise en place de directeurs généraux dans les caisses nationales qui sont plus que des technocrates et qui sont infects, et je souris parce que hier, Hendrik en a auditionné un, Thomas Fatome pour la CNAM, et c'était très pénible pour lui, mais c'était simplement quelques minutes. Nous, on l'a plusieurs heures en face de nous. Et donc voilà, c'est vraiment de dire qu'il faut à un moment donné reprendre la main sur cette institution-là pour pouvoir la gérer, pour pouvoir l'améliorer, et tout ça, bien entendu, dans l'intérêt de la population. Alors quand on parle de 100% Sécu, bien entendu, le premier réflexe, c'est le droit à la santé, dont a parlé tout à l'heure Françoise. Donc le droit à la santé, ça c'est bien entendu la première chose qu'on va défendre, avec notamment les réflexions sur les centres de santé, parce que je rappelle que la sécurité sociale a en gestion directe des centres de santé, et bien entendu, vu les contraintes et les logiques budgétaires, ils sont en train de les fermer tous, il n'en reste plus qu'une dizaine. Pour ceux qui sont parisiens, vous avez le centre de Stalingrad qui dépend de la Kramif dans le 19e qui est en train d'être fermé, et dans lequel il y a un PSE. C'est le premier PSE au sein de la sécurité sociale. La dernière réunion de négo a eu lieu hier. Il y a une vingtaine de professionnels de santé qui vont être licenciés. C'est-à-dire qu'on avait des professionnels de santé qui avaient fait le choix d'être salariés, notamment au niveau de la radiologie, des kinés. Et donc là, en fait, ils vont être licenciés au motif que le centre n'est pas rentable. Alors pour ceux qui ne sont pas parisiens, il faut savoir que c'est une zone de désert médical. C'est le 19e arrondissement. C'est une des zones les plus pauvres de Paris. Et ce centre avait aussi la particularité de permettre l'accès aux soins, notamment à beaucoup de bénéficiaires de l'AME et à des sans-papiers. Donc c'est aussi véritablement, nous on voit aussi là derrière un choix politique de s'attaquer à ces centres de santé-là. Alors que pourtant, comme on l'a dit, ces centres de santé, nous, pour lesquels on veut continuer à se battre et on veut encore développer le modèle, c'est tout simplement parce que déjà, d'une part, on trouve qu'aujourd'hui, ça correspond à un certain nombre de professionnels de santé qui ont envie de faire le choix du salariat, mais aussi un moyen de pouvoir développer l'accès aux soins et dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, pour le droit à la santé, c'est principalement ça qu'on peut entendre. Il y a également, dans ce cadre-là, je le dis un petit peu, peut-être qu'il y aura des questions par la suite, mais comme on a parlé de la mutuelle, nous on considère, et y compris aujourd'hui les salariés des mutuelles, considèrent en fait qu'ils doivent être intégrés tout simplement dans la sécurité sociale, de la même façon que les groupes de protection sociale et les institutions de prévoyance. Et donc là, par exemple, nous, notre travail en tant qu'organisation syndicale, c'est d'expliquer pourquoi à ces salariés-là, pour les convaincre eux aussi, et pour le jour où ça arrivera, nous, on a déjà des préparations d'accords d'intégration, puisque de toute façon, ils viendront avec leur travail, et que même à la sécurité sociale, on a perdu plus de 20 000 postes en quelques années. Donc de toute façon, on a de la place pour tout le monde, pour toutes celles et ceux qui seront prêts à devenir, comme moi, agents de la Sécu. Voilà, donc si vous voulez, c'est aussi une des particularités qui peut parfois créer débat. Mais en tout cas, nous, on est pour l'intégration de ces personnels-là au sein de la sécurité sociale, puisque de toute façon, comme Nicolas l'avait dit tout à l'heure, au niveau des coûts de gestion, pour ceux, les grands qui nous gouvernent et qui voient que les financements, pourtant, la sécurité sociale, c'est un peu moins de 5% de frais de gestion, pour 19% pour les mutuelles et encore plus pour les assurances, puisqu'il y a bien entendu toutes les logiques publicitaires qu'il y a derrière pour aller gagner des clients. Donc sur le droit à la santé, je ne développerai pas plus. Je signalerai simplement que dans ce cadre-là, nous sommes en contact étroit aussi avec nos camarades de la Fédération nationale des industries chimiques, puisque donc c'est la chimie qui va notamment fabriquer les médicaments, les différents dispositifs aussi, qui a les laboratoires d'analyse dans son
périmètre. Donc c'est important de dire qu'on va pouvoir travailler avec eux. Et c'est aussi ça la CGT. Ensuite, pour le droit à la santé, je n'irai pas plus loin puisque le petit cahier commence à circuler. Donc au-delà de ça, nous, on a souhaité étendre le périmètre de 100% Sécu, bien entendu aussi à un droit à la famille, donc à développer tout ce qui actuellement est représenté par la Caisse nationale d'allocation familiale. Il y a également donc, le droit à la retraite, donc là c'est le plus connu aussi actuellement, comme on a parlé Hendrik, ça revient dans l'actualité, même si nous n'aurons pas de référendum, mais ce n'était pas forcément ce que nous on portait. Mais voilà, donc là nous aussi on a des propositions à faire, donc, qui sont connues. C'est pour les salariés du privé, c'est la retraite à 60 ans, avec une carrière qui correspond à 37,5 annuités, mais dans laquelle on travaille pour intégrer les années d'études et des dispositifs pour faire face aux carrières hachées, dont sont victimes principalement les femmes. Et puis, donc, bien entendu, avec un calcul sur les 10 meilleures années de salaire et pas sur les 25, comme c'est le cas actuellement. Voilà. Donc ça, c'est principalement pour le côté privé, les revendications qu'on va porter. Et là où il y a, on va dire, des nouveautés, c'est que nous, on est aussi pour l'intégration et la création d'un droit à l'emploi. C'est-à-dire qu'à l'origine, la CGT n'était pas pour qu'il y ait l'assurance chômage qui soit à part, comme c'est le cas avec l'UNEDIC. Donc nous, on est pour réintégrer ces questions d'emploi dans la sécurité sociale, puisque de toute façon, il y a des cotisations, il y a aussi de la gestion, et on veut la prendre en main, parce que de toute façon, aujourd'hui, les partenaires sociaux, ils décident de plus rien à l'UNEDIC et à France Travail. Je le sais, parce que je suis administratrice à France Travail au niveau national, et donc on décide de rien du tout. Donc voilà, donc c'était l'idée de dire que le droit à l'emploi aussi, puisqu'on a un dispositif qui fonctionne, on peut le faire revenir dans le périmètre de la sécurité sociale, avec, comme on l'a dit, le préalable, c'est pour tous un collecteur unique, l'URSSAF, on l'a déjà, c'est en place, et ensuite un redistributeur qui sera unique. Et là, on a déjà des caisses nationales en fonction des branches. Donc après, ce sera simplement à réadapter. Mais c'est pour dire que les outils sont là. Donc concrètement, on sait un choix politique ensuite à faire. Et là où on a peut-être une nouveauté, et je pense aussi important à pouvoir le dire, puisque comme là on est aussi au niveau de l'Assemblée nationale, c'est concernant le droit à l'autonomie. Nous, on considère qu'il faut pouvoir avoir un véritable service public de l'autonomie, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'aide à domicile, il faut savoir que c'est géré notamment par des associations. C'est financé par les conseils départementaux, donc c'est-à-dire qu'il y a des financements qui existent, mais nous on veut que ça revienne dans la sécurité sociale, parce que surtout on veut que d'une part les aides à domicile et les agents qui y travaillent puissent être intégrés dans la sécurité sociale, elles auront des meilleures conditions de travail, elles auront du lieu de travail collectif, de meilleures formations. Et pour les bénéficiaires, entre guillemets, ça permettra en fait que les dossiers soient pris en compte par la sécurité sociale qui connaît déjà votre état de santé. Ça voudra dire aussi qu'on met fin aux inégalités entre départements et territoires. Et c'est pour nous quelque chose de très important. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où on est, il y aura pour tout le monde la même prise en charge et qu'on souhaite la meilleure possible. Donc, je ne vais pas aller forcément plus loin, mais en tout cas pour dire que voilà, donc on a des propositions, on a un projet qui est concret, qui est finançable. Vous aurez une table ronde tout à l'heure sur les financements et c'est important. Mais je tiens à dire que nous, les propositions, forcément, je n'allais pas faire redondant, mais on a des propositions qui ont été travaillées, donc pour que ce soit mis en place assez rapidement. Par exemple, en mettant fin aux délégations de gestion, parce qu'on l'a dit un petit peu tout à l'heure pour la santé, mais c'est pareil sur l'aide à domicile, aussi dans la marchandisation pour France Travail. Il faut absolument arrêter tout ce qui est sous-traitance, marchandisation, et reprendre en fait de la gestion directe. Et la sécurité sociale sait le faire, donc il faut qu'on puisse se battre pour l'imposer à différents niveaux. Et on espère rapidement que ce sera nous qui pourrons être au niveau des décideurs. Mais en tout cas, nous, en tant qu'organisation syndicale, notre rôle, c'est de pouvoir proposer et mettre au débat ce projet en donnant les aspects les plus concrets possibles. Et voilà, on arrêterait là. Merci beaucoup Nicolas, François, Cécile, c'était vraiment très très riche. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Alors, il n'y a pas que les intervenants qui auront droit à être timés en temps et au petit cahier. Je vous propose que sur les questions que vous allez pouvoir poser, elles durent 1 minute maximum pour que ça puisse permettre aux intervenants derrière de vous répondre. Est-ce qu'il y a déjà des questions ? On a un micro ? Oui. Ok. Allez-y, monsieur. Bonjour, et puis merci d'avoir organisé cette journée.
Alors ma question, je pense qu'elle s'adresse plutôt à Nicolas. Est-ce que ça serait possible de nous expliquer historiquement comment a été transformée la gestion de la sécurité sociale? D'une part, comment c'était au départ, où les organisations de salariés étaient largement majoritaires. Après, il y a eu une soi-disant parité, je crois, entre les organisations patronales et de travailleurs et travailleuses. Et ensuite, je crois qu'il y a eu une réforme importante en 67 par De Gaulle. Et puis ensuite, ça s'est encore dégradé, et ce qui fait que maintenant, les travailleurs ont beaucoup moins de poids dans la gestion de la Sécu. Merci beaucoup. Il y avait... Oui, madame, on va faire en parité. Oui, moi aussi, un grand merci à la table ronde. J'aurais une question pour madame Velasquez. Vous avez mentionné les carrières hachées des femmes, et je voulais, dans le cadre de droit à la retraite, mais j'aimerais bien savoir comment vous imaginez une sécurité sociale capable de porter les femmes jusqu'à la retraite, tout en ayant des carrières hachées, alors que quand on a une carrière hachée, ça veut dire qu'on ne peut pas cotiser, on n'a aucun statut, par intermittence, par moment, on a des enfants ou pas. Il y a des moments tout simplement dans la vie d'une femme où il n'est pas possible de cotiser. Comment imaginez-vous donc un tel droit à la retraite? Je vous dis tout, je suis membre du mouvement français pour un revenu de base, donc nous on lutte pour ce concept-là, parce qu'on trouve qu'il faut trouver une solution pour les femmes aujourd'hui. Merci, on va reprendre deux autres questions, si elles existent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, merci. C'est une question qui ne s'adresse pas à M. Da Silva, mais qui rebondit sur ses propos, qui est une question davantage politique. C'est la question de la place respective de l'assurance complémentaire et de l'assurance obligatoire. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait un coût du recours aux complémentaires. En gros, dans la dépense de santé, vous avez la dépense de santé totale, vous avez 80% qui est assuré par la sécurité sociale obligatoire, vous avez 11 ou 12% par les complémentaires, le reste par les ménages. Et le coût de gestion de cette assurance, ça doit être 7 milliards pour la Sécu, 7 milliards pour les complémentaires. En gros, les coûts de gestion sont la même chose pour des remboursements qui vont d'un facteur 1 à 7 ou 1 à 8. Donc on voit que c'est extrêmement coûteux. Le recours aux complémentaires. Donc la logique, c'est que ne supprime-t-on pas ces assurances complémentaires, ne nationalise-t-on pas tout ce système? Or, moi, je vois un obstacle majeur à faire cela, c'est la question totémique des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que quand l'argent va à la sécurité sociale, c'est un prélèvement obligatoire, au sens de l'OCDE. Quand le même argent qui sort de la même poche, hein, les nôtres, va à une assurance complémentaire, alors là, c'est magique, c'est pas un prélèvement obligatoire. Donc ça ne rentre pas dans le taux, le fameux taux de prélèvement obligatoire, l'espèce de totem, hein, il ne faudrait pas dépasser 50% ou je ne sais quelle quantité. Voilà. Donc, quelle solution politiquement acceptable peut-on imaginer pour finalement avoir un système qui soit le plus
plus universaliste possible sans augmenter le taux de prélèvement obligatoire. Évidemment, avoir la même qualité de protection. Pardon, je suis un peu long. Merci beaucoup, hein, désolé, je fais ça pour que la parole puisse circuler plus facilement. Et madame, enfin. Bonjour, merci beaucoup pour cette organisation et pour les intervenants. J'ai 2 questions, mais ça va aller très vite. Nicolas, tu as parlé de la question des communs pour la reprise du contrôle de la sécurité sociale. C'est vrai que c'est séduisant, mais on voit bien comment les communs, c'est quelque chose sur lesquels on peut avoir le pouvoir de décision dans un cadre d'intérêt général. On voit bien comment ça peut marcher à un niveau local, mais comment on peut imaginer ça à un niveau local et national, évidemment, puisque la sécurité sociale, c'est quelque chose de national. Et ma deuxième petite remarque, merci à Françoise sur tout ce qu'elle nous a dit sur la financiarisation. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Cécile. Le centre de santé de Stalingrad, on ferme aujourd'hui les centres de santé, et en même temps, il y a une petite musique qui court que la financiarisation, c'est bien pour promouvoir les nouvelles pratiques de coopération, et notamment les centres de santé. Alors voilà, il y a une hypocrisie énorme au niveau de la CNAM et de se laisser faire, et on parle vaguement d'une régulation via l'ordre des médecins. Donc je voudrais savoir un peu ce que vous pensez de ça. Il y avait une dernière question de monsieur, et après on va passer aux réponses. Oui, bonjour, Jules Decreux, je suis étudiant en politique publique, spécialisé en politique sociale, et je travaille aussi pour le collectif Nos Services Publics. Alors, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions, c'était vraiment super, et j'ai appris plein de choses. J'avais une question, effectivement, quand on étudie les politiques sociales, quand on étudie les systèmes par rapport au titre de la table ronde sur la sécurité sociale comme fruit des luttes, quand on étudie les systèmes sociaux beveridgiens, bismarckiens, le système français, il est assez incroyable, je trouve, dans la partie, effectivement, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec cette autogestion des partenaires sociaux. Et du coup, ma question, c'était, j'ai pas trouvé de comparaison internationale sur ce genre de système qui a existé. Enfin, le système bismarckien, il y a aussi une parité, mais c'est vachement concurrentiel, et donc c'est assez différent. Et du coup, je veux savoir, si juste pour prendre de la perspective, si on a encore des systèmes qui existent comme ça, où le système est géré directement par les partenaires sociaux. Qu'est-ce que ça dit de notre système, si peut-être il est plus résistant ou pas aux attaques néolibérales actuelles. Et donc juste pour prendre un peu de perspective historique et internationale, c'était ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on va passer aux réponses de nos 3 intervenants. Il est 10h40. Vous avez donc jusqu'à 11h pour y répondre. 11h moins 5. Donc ça fait 5 minutes chacun pour permettre ensuite à Hendrik, notre hôte, de faire une petite conclusion. Dans l'ordre que vous souhaitez, et je vous ferai passer un petit carnet quand il restera plus que 5 minutes pour vous 3. Ah alors on va commencer dans l'ordre de tout à l'heure. Alors Nicolas da Silva, allez-y, je vous laisse répondre et je vous ferai un petit signal quand il restera 2 minutes. Merci pour les présentations d'abord qui étaient très instructives, pour les questions, pour le documentaire. Et le documentaire, il me permet de vous signaler quelque chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure. C'est-à-dire, comme vous avez vu, en fait, la création de la sécurité sociale, c'est du conflit, c'est des luttes, c'est incarné par des gens, notamment Ambroise Croizat. Donc Ambroise Croizat, qui était à la fois CGT et PCF. Et je vous signale la publication dans les prochains jours d'un livre sur Ambroise Croizat, qui est écrit par un journaliste qui s'appelle Emmanuel Defoulois, mais aussi d'un financement participatif qui vient d'être lancé pour faire un documentaire sur Ambroise Croizat, puisque des documentaires sur la sécurité sociale, il y en a beaucoup, mais ils prennent systématiquement, ou quasi systématiquement, si on met à part le documentaire de Gilles Perret, La Sociale, le point de vue des hauts fonctionnaires, qui est un point de vue qui compte, bien entendu, mais il y a d'autres points de vue. Cette correction étant faite, je vais essayer de répondre aux questions. Alors, rapidement, sur la question de la transformation de la gestion de la Sécu, et globalement, pour toutes mes réponses, l'idée dans ma présentation tout à l'heure, c'était vraiment de mettre des mots sur des phénomènes, mais ces mots, ce sont des idéotypes, et la réalité est toujours, bien sûr, beaucoup plus nuancée. Et d'abord, sur la gestion de la sécurité sociale, quand on dit par les intéressés, il y a plein de limites à ça. Et il ne faut pas croire que la sécurité sociale de 1945, c'est un modèle fini.
c'est un modèle qui est bouclé, qui est et du coup, ça impliquerait revenons à 45. À mon avis, il ne faut pas juste revenir à 45. Il faut aussi dépasser largement 45, parce que sur tout un tas de sujets, et beaucoup pour lesquels j'ai pas de réponse, il y a des choses qui étaient insatisfaisantes. Alors comment ça commence? Ça commence par une répartition dans les caisses qui sont une répartition de 75% des sièges pour le salariat et 25% pour le patronat. Et en fait, dès le début, c'est contesté, et c'est tellement contesté que, par exemple, la CFTC boycotte la mise en place de la sécurité sociale. C'est-à-dire que quand il faut, dès après 45, en 46, mettre en place, construire concrètement les caisses, c'est-à-dire trouver des lieux pour se réunir, pour aller chercher les cotisations. Ça, c'est une grande originalité, parce que l'URSSAF, c'est une création des militants de la sécurité sociale. Et comment ils font? Il faut qu'ils aillent le jour travailler dans leur usine, sur leur lieu de travail, et quand ils prennent quelques heures, y retourner pour aller chercher les cotisations. Tout ça, il faut l'organiser, il faut des lieux, il faut mettre en application les droits. Et donc tout ça, ça demande beaucoup, et c'est pour ça que c'est souvent associé au militantisme, et justement associé au militantisme CGT. Très rapidement, tout ça est contesté. Et quand je dis très rapidement, on a des premières traces dès les premières heures de la sécurité sociale. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur un débat qui a lieu en 1949, où très explicitement, le problème, c'est la présence des ouvriers dans la sécurité sociale. Et donc, ça va être pour ça que très vite, on va passer à tout un tas de réformes qui vont limiter le pouvoir. Parce que c'est une chose d'être présent, et d'ailleurs les syndicats sont encore présents aujourd'hui, mais c'est une chose d'avoir du pouvoir sur ce qu'on fait. Et donc la réforme bien connue, c'est 67, avec un passage au paritarisme, ça a été évoqué tout à l'heure, et aujourd'hui, et progressivement, le paritarisme devient une complète étatisation, où en fait c'est le directeur qui décide suite aux recommandations et aux instructions du ministère. Donc là, on passe d'un pouvoir délibératif à un pouvoir qui est uniquement consultatif. Et consultatif, ça veut dire on vous invite aux réunions, et c'est même pas sûr qu'on vous donne les documents. Et alors j'insiste sur une chose, là la Sécu 45, c'est pas les syndicats, c'est des élections auxquelles tout le monde peut concourir. Et d'ailleurs, il y a des mutualistes qui concourent. Et en fait, ils perdent. Ils perdent pourquoi? Parce que les gens qui votent, la classe populaire, se souvient de ce qu'ils avaient fait de la sécurité sociale d'avant-guerre. Et simplement, donc là, on voit comment l'étatisation progresse et comment, sur la question des communs, en fait, bien sûr que les caisses primaires sont organisées de cette façon-là, elles ont des pouvoirs locaux assez importants, néanmoins elles s'organisent dans une logique fédérative jusqu'au niveau national. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très rarement, c'est la FNOS, la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale, avec cette idée selon laquelle, bien sûr, on a du pouvoir en bas, mais aussi on va s'organiser pour se coordonner. Et donc, en fait, le pouvoir local n'interdit pas des formes de centralisation. Mais il oblige à prendre en considération les aspirations populaires démocratiques. Et sur la place de l'AMC et l'AMO, alors il n'y a pas de politique. Comment est-ce qu'on peut présenter la chose de façon acceptable? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça met en cause tout un tas d'intérêts. Supprimer les complémentaires santé, ça remet en cause l'intérêt de certains syndicats qui sont dans les instituts prévoyance, de certains partis politiques qui sont liés aux complémentaires, en particulier les mutuelles, de l'assurance privée. Donc en fait, ça remet des médecins qui bénéficient des remboursements des dépassements d'honoraires comme ça. Donc ça remet en cause plein d'intérêts. Et donc souvent, les présentations qui sont faites de contre-arguments, c'est des contre-arguments pour avoir quelque chose à dire, pour pas avoir le bec dans l'eau. Mais en fait, tous les économistes disent que ça ne fonctionne pas. Les économistes sont souvent en désaccord. Mais les économistes de la santé qui s'intéressent à la question, ils sont tout à fait d'accord pour dire que la complémentarité, ça marche pas du tout. D'accord ? Et le problème, c'est qu'on a un problème qui est essentiellement politique. Et donc, ces artifices qui sont de dire, oui, mais les prélèvements obligatoires. Oui, après, on peut compter différemment. Il y a des prélèvements obligatoires publics, mais il y a aussi des prélèvements obligatoires privés. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'aujourd'hui, les complémentaires santé, elles sont obligatoires. D'accord ? C'est-à-dire que par l'ANI, par la protection complémentaire publique, maintenant, c'est obligatoire. Donc, c'est aussi obligatoire. Donc tout ça, enfin, je veux dire, c'est simplement pour ne pas faire avancer le débat, et pour faire avancer le débat, il faut de la conflictualité. Et je répondrai aux autres questions plus tard. Désolé d'avoir été long déjà. Pas de souci, hein. Désolé désolé de vous mettre la pression sur le temps. Moi, je ne suis qu'un simple exécutant aux ordres d'Hendrik Davy. Vous en prendrez au patronat. Françoise Ney, si vous voulez répondre à quelques questions pour une durée de 5 minutes. Quand je vous montre le carnet, c'est qu'il reste 2 minutes. D'accord. Alors,
De toute façon, je pense que je vais être assez courte. Moi, c'est plutôt sur la question de la financiarisation, effectivement, réponse à tout. Ben, c'est une très mauvaise réponse parce que la financiarisation, elle va d'abord, avant tout, chercher à faire de la rentabilité. Et donc, elle va aller sur les créneaux porteurs. Et les créneaux peuvent être porteurs à un moment, et puis le jour où ils sont plus porteurs, ben, on s'en désengage et on va sur autre chose qui est plus porteur, parce que c'est toujours plus de rentabilité. Il y a eu un exemple assez marquant, ça a été en Angleterre, où toutes les EHPAD, tous les locaux des EHPAD appartenaient à des fonds de pension et qui ont décidé de se désengager du jour au lendemain en revendant et donc en laissant y compris les structures sans rien, sans support. Donc, et ça a été une crise assez importante qu'ils ont réussi à régler, je pense, y compris peut-être même avec des finances publiques. Parce que c'est aussi ça, c'est du coup l'intervention du public qui va venir pallier dans ce cadre-là. Puis c'est une illusion, hein, de toute façon, de penser qu'on va solutionner les problèmes de santé actuels avec des mesures à court terme, type télémédecine déployée, cabine dans les gares ou ailleurs. Voilà, on sait bien que c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir avancer, quoi, hein. Sans compter que finalement, dans ces structures qui se développent, il y a une notion de rentabilité imposée. Et si on prend par exemple les centres de santé ou les centres ophtalmo ou autres, les professionnels étaient soumis à des injonctions pour pouvoir multiplier les actes, avoir tant d'actes minimum par jour, etc., etc., si vous voulez. Donc on est dans la surconsommation de soins, y compris de soins qui sont inutiles et coûteux. Donc c'est pas la peine. Et on n'est pas dans la qualité de soins, voilà. Bon, voilà, je m'en arrêterai. Merci Françoise. Cécile Velasquez. Oui, donc un petit peu à la hache sur différents sujets. Alors, le dernier qui avait été pointé sur la question entre les systèmes bismarckiens et beveridgiens, effectivement, le système français a pris ce qu'il considérait le meilleur des deux. Donc, il n'y a pas d'équivalent ailleurs, et notamment aujourd'hui sur le fait de, quand tu parles, est-ce qu'il y a des endroits où il y a de la, on pourrait dire, je sais pas, de la cogestion entre partenaires sociaux, ou comment ça fonctionne. Alors en France, on nous vante actuellement, on nous met au cœur de l'actualité l'Agir Carco pour nous vanter les choses, mais enfin nous en tout cas à la CGT, c'est pas quelque chose dans lequel on peut se reconnaître. Nous, on veut véritablement un retour à la gestion ouvrière. Et puis je rappelle, hein, le paritarisme, c'est simplement le patronat qui a besoin d'un traître parmi les organisations syndicales. Alors le terme est un petit peu fort, mais enfin aujourd'hui, c'est ce que concrètement nous on vit. Par exemple, hier, Hendrik a interpellé le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie sur la transformation du service du contrôle médical. 90% des organisations syndicales, représentant 90% des travailleurs, sont contre, y compris les médecins conseils. Mais par contre, il y a une seule organisation syndicale qui est pour. Je ne donnerai pas son nom, mais elle est de couleur orange. Et en fait, la réponse du coup du directeur national à Hendrik, c'est de dire mais non, les salariés ne sont pas opposés puisqu'on a une organisation syndicale qui soutient. Aussi petite soit-elle sur ce secteur-là, c'est quand même elle qui sert d'alibi aux technocrates qui vont prendre les décisions derrière et qui vont remettre en cause notamment l'indépendance des médecins conseils et sur toutes les questions d'inaptitude où Hendrik a pu pointer les dangers, et notamment également au niveau de la prévention. Donc voilà, c'est pour ça, c'est quelque chose de manière générale, on sait, hein, c'est ce qui risque de sortir du conclave des retraites, c'est de dire, écoutez, peut-être qu'on va confier aux partenaires sociaux les prochaines réflexions sur la retraite. Nous, on vous le dit tout de suite, faut pas. On viendra vous l'expliquer un peu plus largement. Plus tard dans la journée, n'hésitez pas à venir me voir, on en discutera avec plaisir. Voilà, donc ça c'est déjà le point sur l'actualité. Ensuite, sur la question concernant le fait, hein, ce qui pointe, ce qui est une réalité, au niveau déjà en tant que femme, les inégalités, on vit déjà les inégalités salariales, mais c'est vrai qu'au moment du départ à la retraite, là ça se voit encore plus. Donc nous, dans ce cadre-là, en fait, c'est de se dire, bon, c'est sûr que le système de retraite, il ne viendra pas compenser toutes les inégalités qu'il y a déjà. Mais par contre, on peut corriger à la source certaines choses, avec notamment des dispositifs de solidarité, avec des règles collectives qu'on va se fixer.
Donc par exemple, dans le cadre du 100% sécu, les périodes dites assimilées, donc comme la maladie, l'invalidité, la maternité, les périodes aussi d'ATMP, et toutes les périodes privées d'emploi sont des périodes qui compteront. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais là aujourd'hui ce sera avec des salaires reconstitués et cotisés. C'est-à-dire qu'on va venir compenser le système. Et bien entendu, la priorité, comme je disais, c'est d'arriver, que ce soit au niveau de l'égalité salariale, mais aussi dans les carrières, dans l'évolution de carrière. C'est tout un tas de choses qu'il faut qu'on arrive à corriger. Et en fait, dans ce cadre-là, nous, on pointe aussi des dangers par rapport à l'actualité, hein, puisqu'on a la remise en cause qui va peut-être sortir du conclave des pensions de reversion. Donc on alerte là-dessus, puisqu'aujourd'hui vous avez un droit qui est accordé aux veuves avec un calcul qui est fait, et ça c'est une pension fixe. Demain, ce qui est souhaité, c'est que ce sera plus on vous garantira simplement votre niveau de vie. Donc en fait, vous aurez un différentiel. Donc vous risquez d'y perdre beaucoup. Donc ça, c'est une alerte, j'en profite puisque j'ai le micro pour le dire, sur les pensions de reversion. Et puis il y a également le fait d'avoir supprimé les fameux trimestres par enfant qui ont été enlevés. Donc nous, bien entendu, on veut pouvoir les reconstituer et pouvoir les remettre en avant pour permettre d'avoir une carrière la plus complète possible, qui vous permettra ensuite d'avoir une pension à taux plein. Et bien entendu, on espère pouvoir améliorer ces taux-là. Et du coup, puisqu'il me reste moins de 2 minutes, simplement dire qu'aussi dans ce cadre-là, la prise en compte et la réflexion sur les années d'études, c'est quelque chose de particulièrement important pour nous dans la CGT. Donc c'est quelque chose de vivant, puisqu'on est en train de construire ces revendications-là, à la fois, bien entendu, avec les jeunes diplômés, avec nos représentants de l'encadrement. Parce que voilà, il faut dire qu'à la CGT, nos revendications, elles sont vivantes, parce que sinon, on serait aux mêmes revendications qu'il y a 130 ans, puisque c'est aussi une année anniversaire pour la CGT. Donc voilà, c'est pour dire que tout ça est en réflexion et en construction et en débat. Et donc c'est aussi ça la richesse de notre organisation syndicale. Merci à toutes et tous, merci aux intervenants pour cette première table ronde. On va enchaîner assez rapidement. Merci à toi, Damien. Je sais que tu dois repartir donc en séance pour intervenir sur la question de la mortalité infantile. Donc vous voyez, en fait, on est là, mais on ne fait pas bien notre travail, parce que normalement, on devrait être en séance, en train de voter, en train de faire plein de choses. Et c'est comme ça à l'Assemblée nationale. Merci. Maintenant, on va accueillir la deuxième table ronde. Merci à Cécile. Merci.